continuer avec la matière qu'on est en train d'apprendre le matin. Mais la difficulté que j'ai actuellement, j'ai reçu les projets d'un de vos collègues. En les ramenant dans ma machine, je retrouve que son environnement manque beaucoup d'éléments et c'est difficile à ajouter d'autres fonctionnalités dans ces mêmes projets. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je n'ai fait que copier les codes que lui il avait fait et on va créer un nouveau projet et on ramène ces codes dans ce nouveau projet. Visual Studio. Et je vous rappelle, nos notes sont toujours à côté. On va suivre les notes pas à pas pour vous guider à bien travailler avec ces notes. Un nouveau projet. Ça sera du type application WP. Vous allez chercher ici application. Oui, application WPF. Projet création Windows, C# Windows Desktop. Puis vous cliquez sur suivant. Le nom du projet c'est Easy. Il y a déjà ces noms. On va dire Easy. Vous gardez le même nom parce que moi j'ai repris à 0. Mais on va tout simplement copier-coller ce que j'ai reçu sur votre ami et puis continuer le cours. On va nommer ça Easy Iniv. Ensuite, on va cliquer sur suivant. On garde la version du framework Netflix 8. Le projet, on clique sur le bouton créer. Le projet est en train d'être créé. Voilà, notre projet est créé. Qu'est-ce qu'on constate? On a les fichiers main Windows XAML. Nous avons la partie graphique et nous avons la partie XAML où nous allons coder manuellement notre projet. Mais on a la possibilité aussi de basculer directement sous la barre d'outils, prendre les outils et puis afficher dans notre instancier dans notre projet. Vous voyez, il y a des outils à côté. Je peux augmenter la taille ici. Donc, on peut prendre un outil, déposer et les instancier ici. Nous, on avait opté de maîtriser les codes, raison pour laquelle on code manuellement. Au niveau de la grille ici, on avait dit on va faire un système de grille avec les colonnes au niveau de l'entête et la hauteur doit être automatique, raison pour laquelle ici on avait mis grid. Grid, pour l'instant on n'avait rien mis ici. On est déjà dans la grille, c'est normal, ça marque une faute. Oh, j'ai supprimé ce qui était en bas. Voilà. Nous sommes dans le grid et on insère des lignes. Ce qu'on avait dit avant. La hauteur doit être auto. Pourquoi? On veut que ça s'ajuste automatiquement au fur et à mesure qu'on ajoute un élément dans notre formulaire. Ensuite, on avait inséré un panel qu'on appelle ici Stack Panel. Donc, je prends aussi au niveau de notre code ici pour ne pas perdre le temps. C'était Stack Panel et puis on avait précisé l'orientation en vertical. Comme si on a ouvert ici, on doit fermer. On devait choisir l'orientation. L'orientation devait être verticale, de sorte que chaque fois qu'on dépose un élément au niveau du formulaire, ça vient en bas de l'autre.
Et puis, comme sur le premier composant qu'on place de notre formulaire, ce sera à la ligne 0. Et puis, le composant qu'on va mettre plus tard, ce sera à la ligne 1 jusqu'à ce qu'on va avancer progressivement. Et au niveau de notre stack panel, on va placer nos composants de l'interface graphique. Ça peut être des boutons, des textbox, des labels. Donc, je vais encore récupérer ce qu'on avait fait dans l'auditoire, dans le code source de votre ami. On avait d'abord placé, c'était comme ça. Je vais expliquer après. Oh là là. Il y a évolution parce que j'avais commencé à travailler avec le projet de votre ami, mais j'ai trouvé qu'il y a des histoires qui ne fonctionnent pas par rapport à la version de son Visual Studio et la version qui est installée chez nous. Jusqu'ici, on avait fait comme ça. C'était comme ça. Et puis, ici, on avait notre label textbox, le label nom, et puis textbox, la zone de saisie. Textblock, le label prénom, textbox, sa zone de saisie. Et puis, on devait ajouter la faculté. Donc, on devait avoir ici, un textbox, nom, faculté. Et puis, en dessus de la faculté, on devait mettre un combo box qui affiche combo box, qui affiche la liste de nos facultés. Ce serait un combo box item. Moi, je préfère mettre la balise fermant directement. Content, ça sera directement les noms de nos facultés. On avait quasi. On avait phasé. On avait droit. On avait théologie. Et puis, on avait médecine. Je sauvegarde. Je peux exécuter. Être sûr de ce qu'on est en train de récupérer chez votre collègue. Parce que déjà, lorsqu'on a essayé de travailler avec son projet directement, on a eu des problèmes parce que la version est différente et puis d'autres éléments manquent dans sa version. Est-ce que ça va? Après, on devait insérer les boutons. Les boutons, on devait l'insérer dans un autre, comment on appelle ça? Tag panel. Mais l'orientation devait être verticale. Tag panel. Orientation verticale. Non, l'orientation doit être horizontale. Et puis à l'intérieur, on devait maintenant mettre nos boutons. Bon, on peut mettre comme ça ou on peut directement mettre la balise qui se, oh là là, la balise qui se ferme directement. Moi, je préfère mettre directement comme ça. Et puis ici, on doit avoir attribué content
enregistrer. Et puis, on avait modifié. Et puis, on avait supprimé. On avait supprimé. Puis, à côté de chaque bouton, on devait mettre le style. Parce qu'avant de mettre le style, on va encore exécuter le projet. Donc, après avoir lancé l'exécution, on voit que notre projet fonctionne, mais sauf que le design ne nous satisfait pas encore. Qu'est-ce qu'on avait fait après? On voulait maintenant ajouter des styles, mais d'une façon globale. Pour chaque text box, on va ajouter un style. Pour le combo box, on va ajouter un style. Et puis pour les boutons, on va ajouter un style. On avait déjà fait cela. On était venu dans Windows. Et avant la fermeture, on avait fait appel à la balise Windows Resources. Windows point ressources. Et à l'intérieur de Windows Resources, c'est là où on devrait déclarer nos styles. Donc, on ne va pas perdre le temps parce qu'on avait fait les styles déjà à l'auditoire. On part directement à partir du fichier que j'ai récupéré chez votre ami. On va mettre en place nos styles. Attendez, je vois comme si on a commis une erreur ici. Pas ici. On coupe ici. Windows Ressources. On est ici. Avant notre grid, on va maintenant intégrer les styles pour les text box, les zones de saisie. Donc, chaque style est accompagné par les mots-clés target type pour spécifier les composants qui doivent subir les styles qu'on veut mettre en place. Pour les text box, nous avons spécifié un pendant les marges internes, la police, les couleurs de bordure, les zones de saisie, les couleurs d'arrière-plan, les margins, les marges externes, et puis nous avons spécifié un template par défaut. Au niveau de ces templates, pourquoi on a ajouté ces templates? Nous voulons un peu que nos zones de saisie puissent avoir des arrondissements, mais on va redimensionner cela à 5 pixels. Raison pour laquelle, au niveau des bordures ici, nous avons précisé corner radius de 5. Donc, si nous essayons de lancer le projet, on attend quelques secondes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ressources, Windows Ressources, Windows Ressources.
Exécute. Alors pourquoi ça ne marchait pas? Bon, on a corrigé ici. On a corrigé notre blocage. Il faut comprendre que le code, nous voulons ramener le code qui était chez Nawej vers mon environnement. Maintenant, ici, on devait mettre les fichiers ressources. À partir du coup, il faut dire Windows ressources. Et on ferme. Le premier ressource, c'était en rapport avec le textbox. Bon, les textbox, oui, c'est ça. On va directement vérifier si on n'a pas de problème. On lance. Voilà, on n'a pas de problème. Les deuxième ressource, c'était en rapport avec les combos. C'est ce qu'on avait personnalisé. Je viens de retrouver encore l'autre problème, c'était que on avait exécuté plusieurs choses et puis d'autres fenêtres étaient toujours en cours d'exécution, raison pour laquelle on retrouvait que le programme est en cours d'exécution. On lance, ça va. Troisième, c'était en rapport avec les boutons. On sauvegarde, on lance. Voilà, notre programme maintenant, ça va, il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Vous voyez ici, ça montre qu'il y a une exécution en cours. Si on doit lancer encore, on aura un problème. On doit d'abord fermer l'autre exécution. Voilà. Si on revient au niveau de la note, on devait maintenant ajouter une liste view. Là aussi, c'était réalisé. On devait l'ajouter après notre panel. Donc, je recopie la liste view qu'on avait fait. Et on intègre après notre panel. On va aussi exécuter pour voir si on n'a pas de problème. Jusqu'à là, j'essaie de reconstruire ce qu'on a fait le matin à partir du code que j'ai récupéré chez votre collègue. Aucun problème. Ouais, il doit fermer, sinon on aura des problèmes. Je sauvegarde toujours. Maintenant, je crois que nous sommes au même niveau qu'on a fait dans l'auditoire. Maintenant, on doit continuer. On devait créer un modèle qui représente nos tables qui seront transformées en tables au niveau de la base de données à partir de l'ORM qu'on va utiliser. On rappelle, un ORM, c'est tout simplement un framework chargé de la gestion de la base de données. Ça nous facilite de ne pas écrire des requêtes SQL. C'est l'ORM qui va s'en charger à notre place. Mais ici, notre choix de l'ORM et on a opté d'utiliser l'ORM qu'on appelle Entity Framework. Et avant d'intégrer notre ORM, on doit d'abord réaliser nos deux classes qui seront traduites en entités. La première classe qu'on devait faire, c'était la classe étudiant. On rappelle des règles de gestion. Un étudiant appartient à une et une seule promotion. Donc, dans l'entité, dans la classe étudiant, on doit retrouver la clé de l'entité promotion et aussi
nous voudrons faire de sorte que à chaque fois qu'on charge un étudiant, on puisse chaque fois qu'on charge un étudiant, on puisse charger toutes les informations en rapport avec sa promotion. Donc, pour cela, on commence d'abord à créer, ajouter un dossier qu'on va nommer modèle. Dans ce dossier, on va créer notre classe, ajouter classe, soit on passe par ici, nouveau élément, classe, soit quand vous cliquez, ajouter, vous venez directement ici, classe. Le nom de la classe, c'est étudiant. On va dire ajouter. On peut aussi dire public ici, pour que l'accès soit public. Et quels sont les attributs de notre classe? On va dire public, int, ID de l'étudiant. On peut directement ajouter les accessoires, get et les set, public, string, non. On ajoute ces accessoires. Ensuite, on va ajouter le prénom étudiant. Après cela, on va ajouter, comme l'étudiant appartient à une seule faculté, donc la clé de la faculté, ce sera du type int. On va renvoyer cela ici, int. On va nommer cette clé faculté ID. On aura aussi besoin de son accesseur. Et puis, on va terminer en intégrant là-dedans la classe faculté, de sorte que quand on récupère un étudiant, on a toutes les informations en rapport avec la pardon, c'était la faculté, oui, en rapport avec la faculté de l'étudiant. Donc, à partir quand on connaît l'ID de la faculté, on a les détails de la faculté. Après, ça sera public faculté, espace faculté. On peut profiter aussi mettre directement son accesseur, get, puis set. Pourquoi c'est en rouge? Parce que la faculté n'est pas encore créée. Donc, on peut créer la faculté, nouveau élément, face, faculté. Là aussi, on va rendre notre classe publique. Quand on sauvegarde ici, si on revient ici, on n'a plus de rouge parce que la classe faculté existe. Quels sont les attributs de la classe faculté? Public, int, ID. On associe directement avec son accesseur. Et puis, string et nom de la faculté. Associé aussi avec son accesseur. Et quelle est la règle de gestion à ce niveau? Dans une faculté appartiennent un ou plusieurs étudiants. Donc, cela veut dire que c'est une relation de type one-to-many. Une faculté pour plusieurs étudiants. Donc, dans la classe faculté, on aura une liste des étudiants, donc une collection des étudiants.
Et cette collection, on va nommer la collection étudiant. Avec X, on va l'associer aussi avec son accessoire. Jusque-là, avec la notion de liste qu'on a eu à étudier, une liste est toujours déclarée et puis après initialisée avec le mot-clé new. Et jusqu'à là, on n'a pas encore utilisé le mot-clé new. Là, on vient de faire nos deux entités. On peut fermer. Qu'est-ce qu'on avait dit encore au niveau de la documentation? Après avoir réalisé les modèles, on doit intégrer notre framework. Comment l'intégrer? Nous venons ici, le nom du projet, clic droit, gérer les packages NuGet. Et puis, on doit aller ici, saisir entité, framework tools. La machine doit être connectée pour qu'on puisse avoir la possibilité de chercher les packages qu'on doit intégrer. Je vérifie si je suis toujours connecté. Je suis toujours connecté. Ici, est-ce que c'était déjà installé ici? Non. Voilà. Le système a commencé à chercher. Voilà. Qu'est-ce qu'on va sélectionner ici? On va sélectionner Microsoft Entity Framework Core Tools. On sélectionne et nous allons dire ici installer. On attend quelques secondes que le système puisse installer Entity Framework dans notre projet. On confirme. J'accepte. Vous voyez que c'est terminé. Si je clique ici, ça nous a montré que le fichier est déjà installé. Si on est passé, vous voyez que si je sélectionne ici, ça marque désinstallé parce que c'est déjà installé. Donc on ferme. Ensuite, nous allons ajouter un dossier dans lequel on va mettre un fichier qui va servir la gestion de notre base de données. On va nommer notre dossier application DB contexte. À l'intérieur, on va créer une classe nommée appdbcontext. Ça doit être une classe, soit on passe par un nouveau élément, soit on vient directement ici. On a déjà parlé de cela. Voilà. Le nom, c'est appdbcontext. On clique sur ajouter. Et c'est ici qu'on va mettre les éléments en rapport avec la base de données. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? On a déjà activé. On a mis notre framework. OK. Tout va bien ici. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On doit d'abord dire quelles sont les entités qui doivent être traduites en table. Les entités qui doivent être traduites en table sont étudiants et faculté. Donc, on vient ici. On va dire ici, on va créer des attributs. Public dataset. On va créer un set. Vous voyez qu'il ne retrouve pas ça. Comme il ne retrouve pas ça, on doit d'abord importer l'entité framework. Donc, using
Microsoft Entity Framework. Using Microsoft hein, using Microsoft, vérifions comment on a écrit ça. Entity, ça n'assiste pas. Est-ce que c'est bien intégré? D'abord, on fait d'abord appel à notre package qui retourne des modèles. Qu'est-ce qu'on avait écrit? On avait dit ici. Vous voyez, notre entité, voilà, j'ai oublié de vous dire cela. C'est normal qu'il refuse. Dans notre classe DB contexte ici, doit hériter tous les comportements de la classe DB contexte qui existe, qui nous donne la possibilité de manipuler la base de données. Donc, pour la notion de l'héritage, on avait parlé ici, on peut rendre ici public. Donc, d'abord, on rend ici public. Ensuite, pour qu'il hérite des comportements de DB contexte, on va dire deux points DB contexte. Vous voyez, il ne retrouve pas ça. En DB, ça m'inscrit DB contexte. Pourquoi DB connexion? Pourquoi on ne retrouve pas la classe DB contexte? Parce que on doit importer des packages entité framework. Vous voyez que non, on lance ici DB contexte. Il ne se retrouve pas. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit importer notre classe entité framework, ce qu'on avait intégré ici. On vérifie. D'abord, on enregistre tous les projets pour être sûr que ça, on va revenir. On vérifie. Il dit que le nom de l'espace application DB contexte est introuvable. Oui, alors que ça devrait exister. Donc, on doit faire l'import. On va faire l'import. On vérifie réellement si l'élément est bien inclus dans notre projet. C'était entité. Entité framework tools. C'est ce qu'on a importé. Et puis, comme on doit travailler avec SQL Server, on doit aussi importer l'entité framework pour SQL Server. Là, on n'avait pas importé. Donc, on peut dire ici, entité framework pour SQL Server. Parce qu'on va travailler avec SQL Server. Donc, on vient ici. D'abord, on a installé le corps. Et puis, on va installer pour SQL Server. Si vous devez travailler avec MySQL, vous devez aussi installer pour MySQL. Si c'était pour Postgres, vous devez aussi ajouter pour Postgres. On vient, on installe encore. Raison pour laquelle, quand vous êtes en train de travailler, il faut bien suivre le support. Donc, on est ici. On a introduit l'entité framework. On avait mis le paquetage. C'est bien installé. Une fois terminé, on va ajouter, parce qu'on va travailler avec SQL Server, on intègre ça aussi. C'est à ce moment que nous pouvons maintenant aller faire l'héritage du DB contexte. C'était ça. On installe. OK. J'accepte. Ça, c'est normal. On n'avait pas terminé ici. Il renvoie la faute qu'on a
J'enregistre d'abord ça pour ne pas abîmer. On nous renvoie la faute qu'on a ici. On met d'abord comme ça. Et on revient ici. On installe. Parce que cette faute constitue un blocage. On vérifie. Je crois que j'ai toujours la connexion. OK. Dernier, j'avais installé, non? Je crois que j'avais installé. Vous voyez? Ici, vous voyez que ça, si je reviens ici, ça me dit de désinstaller. Donc, il a installé. Donc, on avait déjà vérifié. Si on patiente, on va voir que ça va nous renvoyer ici désinstaller. Pour être sûr, on revient ici. Maintenant, on va tenter de dire DB contexte. DB contexte se retrouve où? Dans le package de entité framework. On vérifie encore using Microsoft.entité framework. Vous voyez? Maintenant, c'est visible parce qu'on a bien installé. Et maintenant, nous avons la possibilité de faire l'héritage du DB contexte. Vous voyez? Il est maintenant visible ici. Donc, si vous n'installez pas l'entité framework core et l'entité framework par rapport à SQL Server, par rapport à votre SGBD, vous aurez des difficultés pour ajouter le DB contexte. À partir d'ici, nous avons la possibilité de créer des datasets et DB. DB7, donc nos entités qui seront traduites en table. Premièrement, nous avons étudiant. Pourquoi c'est en rouge? Parce que étudiant se trouve dans le paquetage modèle. Donc si je viens ici, ça nous demande de faire l'importation. Je peux accepter. Voilà. Maintenant, on doit donner un nom ici. Regarde les mêmes noms qu'on a utilisé ici. On a utilisé un nom étudiant en majuscule. Un nom qui sera traduit comme table. Ce sera étudiant. Et puis, on lui associe directement son accesseur. La deuxième classe qui sera traduite en table, c'est la classe faculté. Faculté. On va nommer, on va donner comme nom ici faculté. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore dit ici? Si on revient au niveau de la documentation, on nous dit on doit redéfinir une méthode on configuring qui se trouvant dans la classe DB context. On configure, soit on peut implémenter ou on peut dire directement on configure. On doit les retrouver. Configure. On configure. C'est en anglais, il faut comprendre. Il faut bien respecter la casse. On configuring. Donc, bon, c'est une méthode protégée. Protected override parce que, oh là là, override, cette méthode ne retourne rien. Et cette méthode
override. Oh, qu'est-ce que j'ai dit ici? Override. Cette méthode ne retourne rien. Et notre méthode s'appelle on configure, c'est ça. Maintenant, c'est visible. Quand on fait la rédivision de cette méthode, ça nous amène automatiquement les instructions qui est prédéfinies dans la classe dbContext. À part cela, qu'est-ce qu'on devait encore configurer? On devait encore redéfinir la méthode onModelCreated. Donc, on vient ici, protected, on redéfinit la méthode onModelCreated. Ce sont ces deux méthodes ici. La première est utilisée pour la configuration au niveau de la base de données. La deuxième méthode ici, c'est pour indiquer les liaisons qui existent entre les différentes tables de notre base de données qu'on a mentionnées ici devant. Donc, maintenant, à partir d'ici, on va mettre les éléments de la configuration en rapport avec notre base de données. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tester si la configuration, on n'a pas configuré. Donc ici, on va dire if option builder. If option builder. Regardez là où j'ai mis ça. If option builder. Option ici c'est avec O minuscule. C'est notre ici. Maintenant nous voulons tester si l'option builder, c'est là aussi là, on a mis déjà une configuration par rapport à ça. Donc point, on invoque la méthode isConfigured. Est-ce qu'on a déjà configuré notre projet en rapport avec la base de données? Oui, on fait ceci. Maintenant, nous voulons dire, est-ce qu'on n'a pas configuré notre projet avec une base de données? Si on n'a pas configuré, dans ce cas, on va configurer pour dire si on n'a pas, on peut tester avec les noms logiques. Nous allons mettre ici, point d'exclamation. Oh là là. Clavier, point d'exclamation, c'est encore à quel niveau? Si la configuration n'existe pas pour notre base de données, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire appel à l'objet option builder pour configurer notre système en rapport avec SQL Server parce que nous sommes en train de travailler avec SQL Server. On viendra ici. Ça, on n'a plus besoin de ça. On va dire option builder.use SQL Server parce que nous sommes en train de travailler avec SQL Server et à l'intérieur, nous allons mettre la configuration de SQL Server. Premier élément qu'on doit indiquer, c'est quoi? Les data sources. Les data sources, on va commencer par quoi? Arrobase, on ouvre la chaîne. Premier paramètre représente les data sources. Donc, on va dire data source égale. Donc, on va travailler en suivant la documentation pour qu'on ne puisse pas changer la logique de ce qu'on a mis dans les supports. Les data sources sont les noms de votre serveur. Donc, pour connaître les data sources, lancez votre SQL Server. Vous voyez,
Le nom de mon serveur, c'est ça. C'est ce qui constitue pour nous notre data source. Copier. Et vous venez, vous mettez à ce niveau. Point virgule. On passe au deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, c'est initial catalogue. Initial catalogue, c'est le nom attribué à votre base de données. Donc, si je viens ici, on accède. On peut créer une base de données. Clic droit, nouvelle base de données. On va dire VD IPC. Donc, c'est ce qu'on met ici. Pour la lisibilité, je descends. Je dis initial catalogue. Égal BD IPC. Donc, le nom va être attribué au niveau de la base de données. Point virgule. Le troisième paramètre, c'est en rapport avec la sécurité au niveau de la base de données. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Struct server certificate. Donc, on enlève la certification. Mais ça, cette ligne ici, on peut l'ignorer. On passe directement à Integrated Security Tree. Donc, moi, je préfère qu'on passe directement à Integrated Security. Integrated Security. Integrated Security égale à vrai. Voilà. J'espère que vous êtes en train de comprendre comment nous sommes en train d'interpréter notre fichier. Parce que vous pouvez avoir ce fichier et vous manquez beaucoup de sciences, peut-être à un certain niveau, vous risquez de vous embrouiller. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire démontrer la relation qui existe entre étudiants et faculté. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On interprète. Le modèle but des entités. Nous avons l'entité qui s'appelle étudiant, qui est en relation avec faculté. Donc, on vient ici. On peut effacer. On va dire modèle builder. Point. Qu'est-ce qu'on a prévu ici? Entité. Quelle est l'entité qui est en relation avec l'autre? C'est l'entité étudiant. Il y a une clé étrangère de la faculté. Nous sommes en train d'interpréter ici pour comprendre le support. OK. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a dit? As one. Il est en relation avec quoi? Il est en relation avec l'étudiant. Donc, notre entité étudiant qu'on a écrit ici, on va l'abréger par ET ou étude. Il est en relation avec quel champ dans l'entité étudiant? Quel est le champ qui relie le tab? Si vous voyez que si je mets ici, ça, on a l'ID, on a la faculté ID, on a la faculté. C'est en relation avec quoi? Si on revient ici, c'est en relation avec la faculté, avec l'entité faculté. Raison pour laquelle ici nous avons dit faculté. Si on rentre dans notre objet ici, notre cas ici, on a l'étudiant faculté, pardon, l'étudiant, l'entité étudiant. À l'intérieur, c'est en relation
avec la faculté. C'est ce qu'on est en train de mettre en place ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit ici? Dans l'entité faculté, nous avons un champ étudiant qui nous relie avec étudiant. Donc, on a ici un as many. Comme on a écrit ici beaucoup ici, with many. With many. Parce que de l'autre côté, c'était une relation many to one. Ici, c'était many to many. Et pardon, était one to many. Quel est le champ ici? Faculté. Maintenant, nous représentons l'entité faculté dans laquelle nous allons retrouver un champ qui représente l'étudiant. C'était une collection. Et maintenant, quel est le champ clé qui relie la faculté à l'étudiant? C'est le champ qu'on a appelé faculté ID. Donc, le champ clé, c'est le champ qui est considéré comme la clé étrangère. Point. As foreign key. Quelle est la clé étrangère dans la table étudiant? On est dans la table étudiant. Le champ qui contient la clé étrangère, c'est ce qu'on a appelé faculté ID. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Nous sommes en train de suivre à la lettre la documentation et puis je suis en train de vous traduire la documentation pour éviter que vous ne puissiez rien comprendre. Après, qu'est-ce qu'on a fait ici? D'ailleurs, j'ai mis noté bien ici. La méthode on modèle creating est utilisée dans le niveau des frameworks pour relier les entités, mettre la relation entre l'entité. Nous avons une relation nous avons une relation ici entre étudiant et faculté. C'est dans étudiant que nous retrouvons une clé étrangère de la faculté. Raison pour laquelle, au niveau de mettre la liaison, nous avons commencé par étudiant, parce que c'est étudiant qui a une clé étrangère de la faculté. Et nous avons montré aussi, au niveau de l'étudiant, on retrouve, c'est en relation avec la faculté. Et puis, mais au niveau de la faculté, nous retrouvons un champ qui représente une collection des étudiants, mais on a une clé étrangère dans la table étudiant qui représente la faculté ID. C'est la clé étrangère provenant de la faculté. Une fois que vous avez terminé, si vous suivez la documentation, on parle maintenant de la migration. La migration consiste à traduire des classes en entités au niveau des bases de données. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller au console du gestionnaire des packages, dans outils, console du gestionnaire des packages. On va lancer la commande pour faire la migration. Nous allons dire add migration, espace et nom de la migration. Comme c'est la première migration, de préférence mettre init comme initial, notre migration initiale. On valide. La migration a commencé. Voilà, la migration a terminé avec succès. Et puis, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? À créer la base de données, à générer la base de données. Donc, nous allons dire update-data database. Si je n'ai pas oublié la commande, on valide.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nos entités qu'on a créées au niveau de l'application se traduit automatiquement par une table au niveau de la base de données. Nous voyons qu'il y a un souci. On regarde les soucis, c'est quoi? Il y a un problème des certificats. Quand il y a un problème de certificat, on remet l'instruction sur les certificats. On rentre dans DB Context ici. On intègre notre problème de certificats. Le système puisse ignorer le message de certificat. C'est Trust Server Certificated. On va dire Trust Server Certificated. Qu'on va mettre la valeur entrée, point virgule. Donc, vérifions si on a bien écrit. Je sauvegarde d'abord. Trust Server Certificate. Il n'y a pas de à la fin. Trust Server Certificate. Donc, maintenant, on a comment les paramètres 4. Premier paramètre, le nom du serveur. Deuxième paramètre, le nom de la base de données. Troisième paramètre, quand nous avons un problème de certificat, vous voyez ici, il y a un problème de certificat, raison pour laquelle on a autorisé les certificats. Quatrième paramètre, c'est par rapport à la sécurité de la base de données, parce qu'au niveau de la base de données, il y a toujours un utilisateur et puis et son mot de passe. Donc, quand nous avons dit Integrity Security Truth, cela veut dire le système va prendre par défaut l'utilisateur du système. On sauvegarde. On va tenter de régénérer le fichier d'immigration. D'abord, on nettoie l'écran. Fichier d'immigration. D'ailleurs, OK. Entre fichier d'immigration. Il dit que le fichier d'immigration, il n'y a pas eu de modification. Donc, c'est normal. Il nous renvoie ces messages ici. Parce que au niveau des tables ici, des entités ici, rien n'a changé. Donc, c'est normal. Maintenant, on va donner l'instruction de produire, de générer notre base de données. Avec l'instruction update database. On valide. Voilà. Vous voyez, maintenant, on a plus de messages des certificats. Donc, done veut dire fait. Si nous rentrons au niveau de SQL Server, notre base de données, c'est ça. D'abord, j'actualise. Nous entrons au niveau de BD IPC. Au niveau des tables, regardez, nous avons la table étudiant. Nous avons la table faculté. Si nous allons dans étudiant, la table est vide, il n'y a pas de données. Si nous allons aussi au niveau de la faculté, la table est vide. Voilà. Nous sommes en train de vous aider à comprendre la documentation. Donc, on va programmer en regardant la documentation pour vous aider à comprendre qu'est-ce qu'on a écrit ici.